bonjour, bonsoir encore une fois à tous nos frères et sœurs de par le monde. Nous faisons bon tour de par le monde, bonjour, bonsoir en Asie, en Amérique, comme en Afrique, en Océanie, notre mère Katiopa Kimuntu, notre tribu Lévi, Haïti chérie, bonjour, bonsoir. Après une telle vidéo, un tel enseignement à travers cette vidéo chanson de Negamas, je me demande est-ce qu'il fallait encore vous présenter le numéro prévu. Comme vous le savez, nous avons prévu de parler pour terminer cette série sur la femme, nous avons prévu de parler de femmes célèbres de Katiopa, femmes célèbres en Afrique. Pour ceux qui ne sont pas encore habitués avec le thème Katiopa, je vous dis, notre thème ne s'appelle pas Afrique, notre thème s'appelle Kimuntu Katiopa. Est-ce qu'on a besoin de parler encore après une telle vidéo? Comme je vous l'ai annoncé, prenez le temps, le discernement nécessaire d'approfondir les propos de Negamas à travers sa chanson Enfant du Nil. Je ne sais pas qu'est-ce que vous-même vous avez tiré, mais c'est parce que moi, c'est un enseignement lourd à travers cette vidéo. Voilà pourquoi je voulais présenter. Prenez le temps de l'analyser, allez sur YouTube, vous pouvez voir cette chanson en long et en large, et même l'écrit, vous pouvez trouver le lyrique. Allez voir, lisez, voir. On a des gens de valeur, il faut les valoriser. J'avais l'habitude d'entendre parler de Negamas, mais je ne savais pas si c'était un homme de ce calibre-là. Donc, bravo. Et donc, nous allons continuer avec le numéro. Et du simple fait que Negamas, lui, il a parlé en général du continent, mais comme vous pouvez le constater, il a mis beaucoup l'accent sur l'Égypte. Et dans le cadre de ce numéro, vous avez vu, on n'a même pas parlé d'Égypte. Pourquoi on n'a pas parlé d'Égypte? Je pense que ce n'est pas par omission, ni ce n'est pas par le fait qu'on met l'Égypte de côté. C'est tout simplement parce que l'histoire de l'Égypte est connue. Même si c'est connu de façon falsifiée, mais tout le monde sait lorsqu'on parle de Pharaon. On parle des femmes d'Égypte, on a montré aucune pharaon d'Égypte, mais c'est parce que vous savez, les Néfertiti, vous les connaissez déjà, vous les connaissez à travers l'histoire, même s'ils vous ont falsifié tout ça. Mais voilà pourquoi on n'a pas parlé d'Égypte. C'est comme l'Égypte, là, on l'a gardé déjà au sommet, parce que tout le monde connaît la civilisation égyptienne. Voilà pourquoi nous tenons à vous présenter des éléments cachés, des personnages clés qui ont fait l'histoire de notre continent Katiopa et qui ont été occultés par l'ennemi. Voilà pourquoi, et même vous pouvez voir à travers la musique de Negamas, il a parlé de tout ça, il vous a montré pas mal les femmes égyptiennes qui ont été des pharaons ou auprès des pharaons. Donc, n'oubliez pas, nous avons dit avant l'arrivée des barbares européens, les barbares musulmans, les barbares chrétiens, nous avons posé la question, nous avons vu comment était la femme dans notre civilisation, le rôle de la femme, tout ça. Mais nous avons dit, mais dans l'histoire, c'est à partir de quand est-ce que les femmes de Katiopa, les femmes de la civilisation bantou, lorsqu'on parle bantou, on parle du peuple hébreu, eut-elle comme statut de se soumettre à l'homme? Nous avons vu, et je voulais faire ce rappel, que cette situation a commencé effectivement avec l'arrivée des barbares musulmans, qui sont des prédateurs sexuels. Je pèse sur ce mot-là parce que je ne l'avais pas précisé avant, mais j'avais mis des images pour attirer votre attention. Mais je vous le dis, nos femmes ont commencé à se soumettre à l'homme à ce point. C'est avec l'arrivée de ces barbares, encore je le répète, de ces prédateurs sexuels de l'islam. C'est eux qui se sont servis de nos femmes comme des objets sexuels même. Je pourrais dire comme je ne sais quoi, humilier nos femmes. Ce sont ces barbares-là qui par la suite avec leurs acolytes
Parce qu'avant, la bataille était une bataille entre l'islam et le christianisme, entre les arabes et les blancs. Comme vous le constatez aujourd'hui, c'est la même chose. C'est eux qui ont commencé ce qu'on appelle le phénomène de kidnapping. Ok, donc maintenant voilà pourquoi, après avoir entré chez nous, d'abord les musulmans et ensuite les chrétiens, ils vont apporter tous leurs aspects diaboliques chez nous et jusqu'à arriver à mettre nos femmes dans la situation actuelle où nous connaissons, ou même pire encore, lorsqu'il était question de la traite négrière ou les razas au point de ce qu'on appelle la traite arabo-musulmane. Tout ceci est caché. Donc pour nous parler de l'Holocauste, pour nous parler de la Shoah, pour nous parler de toutes sortes de bêtises, alors que la vraie histoire, c'est notre peuple qui a été exterminé par ces mêmes barbares. Donc, c'est pas ça la question ici. La question, c'est que nous avons dit à partir de quel moment que les femmes africaines, les femmes de la civilisation bantou, eurent-elles comme statut de se soumettre à l'homme. Et puisque dans l'histoire de Katiopa, de l'Afrique, les premières reines, les plus grandes reines ont été des reines bantou. Même si on parle de Néfertiti ou quoi que ce soit, mais voyons, nous avons les reines les plus extraordinaires. Et lorsqu'on parle des royaumes de Songhai, les empires Songhai, les empires Mali, tout ça, ces gens-là ont la DN bantou en eux. Voilà pourquoi toute l'Afrique était dirigée comme par le peuple bantou que la Bible appelle Israël. Voilà pourquoi maintenant on est partout. Lorsqu'on parle de Tombouctou, de quoi que ce soit. Et voilà pourquoi lorsque les gens pensent que Bénin c'est quelque chose de séparé avec le Congo, je vous ai dit c'est faux. Ce Bénin-là, c'est la tribu de Dan, ce qu'on appelle Bénin. Donc, toute cette côte-là de Togo, Gambie, tout ça, tous ces pays-là, et c'est des pays bantous, Côte d'Ivoire, tout ça, voyons. Donc, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On dit, puisque dans l'histoire de Katiopa, les premières reines, les plus grandes reines ont été des reines bantous, hébreux, que l'on se rappelle de Kimpavita du Congo, de Dzinga, la femme qui ne rate pas sa flèche, tout comme, comment elle s'appelle, c'était Ali ou du moins c'était Sondiata Keita qui ne rate pas sa cible, mais on avait comme une reine Congo Dzinga, Anna Dzinga, qui ne rate pas sa cible avec sa flèche. Elle avait une telle précision. Il y a eu bien des femmes qui ont dirigé et eu le pouvoir central en Katiopa. Et c'est ça que nous allons voir avec vous ce soir. Et nous allons passer pour prendre environ 2 ou 3 femmes qui ont été déportées et qui va donner ce qu'on appelle la terre d'Haïti de nos jours. On va voir à peine 3 femmes venant d'Haïti dans cette liste qu'on va vous donner. Donc ce numéro, pour que nous allons essayer d'être beaucoup plus succinct et précis pour que ça ne soit pas long, parce qu'il y a beaucoup de personnages à voir dans ce numéro. Je m'excuse. Tout d'abord, nous dit la plus riche histoire en Katiopa, Afrique, a été marquée par les épopées de plusieurs reines et femmes puissantes au destin marqué par au fer rouge. Des femmes d'influence qui ont transformé le cours des choses et constituent une source de fierté et d'espoir pour le continent. Voilà pourquoi des personnages qu'on avait déjà vus, nous allons débuter avec Éthiopie, où nous avons eu la plus grande de toutes ces femmes-là. Je me permets de le dire parce que on va commencer par la plus grande. La plus grande de toutes ces femmes, c'est bien la femme qu'on a déjà vue sur plusieurs numéros. La femme qui a su défier le roi Salomon. La femme qui a été épouvée le roi Salomon. Pour moi, c'est la femme, si Makeda a pu avoir l'idée de pouvoir aller défier Salomon, c'est parce que c'était la femme la plus sage de son temps, la femme la plus intelligente de son temps. Ça, je l'ai déjà dit et je le répète. Et si j'aurais à le répéter, je le ferai à nouveau. Makeda, la reine de Saba, c'était la femme la plus sage, tout comme Salomon était la femme la plus sage,
l'homme le plus sage. Et Makeda était la femme la plus sage, la femme la plus belle que ce monde a connue. Et c'était la femme principale qui va donner l'héritier de Salomon, Ménélik Ier, qui va régner sur l'Afrique centrale tout entière jusqu'à l'Inde orientale, qui c'est le Pakistan actuel. Tout ça, c'est le royaume de Ménélik Ier, fils de l'amour parfait, de l'amour sincère entre Salomon et la reine Makeda, sa femme principale. On dit que la reine de Saba, Makeda, surnommée reine de Saba, est une reine que les gens veulent mettre sur une connotation mythique ou légendaire, mais qui a bien existé dans l'histoire. À l'époque antique, les femmes noires étaient considérées comme très belles, vous voyez, et dotées d'une forte personnalité. Oui, c'est sûr, parce que de nos jours, nos femmes sont déshonorées, nos femmes sont piétinées. Voilà pourquoi de nos jours, quand vous voyez une femme noire, un homme noir, vous pensez que c'est de la laideur ou quoi que ce soit. Non, c'est parce qu'on est devenu chétif. Allez voir Lamentation, le livre de Lamentation parle de notre situation. On est devenu un peuple, comment dirais-je, le peuple le plus démuni en tous sens, par le simple fait que nous avons désobéi à la parole. Mais l'histoire reconnaît que les femmes les plus belles, les plus extraordinaires, dotées d'une forte personnalité, étaient des femmes de Katiopa, Africa. Ce fut le cas des reines d'Éthiopie. Quand on parle des reines d'Éthiopie, on parle de Kush, Aksum ou encore Seba ou Sheba. En effet, l'Éthiopie fut dirigée par une lignée de reines belles, puissantes et vierges. Donc Makeda était vierge même. Avant même de rencontrer Salomon, Makeda était une vierge. Ok? Dont la célèbre Makeda. Je reprends ceci pour vous. En effet, l'Éthiopie fut dirigée par une lignée de reines belles, puissantes et vierges, dont la célèbre reine Makeda, femme de Salomon, femme principale de Salomon. C'est un personnage qui aurait régné sur le royaume de Saba, situé aux confins de l'actuel Yémen, l'Érythrée et de l'Éthiopie, dont Ménélik, lui, va hériter de Salomon toute l'Afrique centrale jusque l'Inde orientale. L'histoire raconte que le roi Salomon voyagea en Éthiopie et à peine arrivé dans ce pays, le roi fut frappé par la beauté des femmes. La reine est, dans tous les passages décrite comme une femme sublime et comme un personnage profond, sage et d'une haute intelligence. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que j'avais dit? C'est pas moi qui l'ai dit. L'histoire reconnaît que Makeda était la femme la plus intelligente. Moi, je vous le dis. Donc, ça c'était pour la reine Makeda. Nous n'allons pas dire grand chose. Si vous voulez aller voir notre épisode qui concerne, si je me rappelle bien, je vais vous référer l'épisode ici qui concerne l'Éthiopie. Là où j'ai parlé de la descendance voilà, donc c'est dans le numéro I, Vérité révélée I, où j'ai parlé de Makeda, de Salomon, de Ménélik, tout ça. Allez voir tout ça dans Vérité révélée I pour plus de détails sur la reine de Makeda. Donc à retenir que la reine Makeda était une vierge, était une femme de haute personnalité. C'était la femme la plus sage, la plus intelligente de son époque, à juste titre, jusqu'à aller défier le grand roi Salomon, dont vous connaissez tous l'histoire dans la Bible. Nous avons une deuxième reine qui était la reine à Angola. En Angola, c'est la reine Anna Dzinga, de la lignée Dzinga. Donc ça c'est vers le 17e siècle de notre époque. Anna Dzinga fut reine du royaume d'Angola pendant plus d'un demi-siècle. Vous voyez? Son long règne a été marqué par beaucoup de luttes et de victoires. Elle s'opposa farouchement aux ambitions du Portugal sur son royaume. Elle dirigea l'Angola d'une main de fer jusqu'à sa mort, à l'âge de 82 ans. Vous voyez?
ce qui est une prouesse à cette époque. Oui, puisque les barbares européens ne nous laissent pas vivre longtemps à cette époque-là, mais cette reine-là, Nzinga, a pu vivre jusqu'à 82 ans et elle a régné plus de 50 ans. Elle est souvent décrite comme une habile tacticienne, puisqu'elle résista aux attaques des armées occidentales pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Malheureusement, elle ne donna naissance à aucun héritier pour lui succéder au trône. Elle fut donc la dernière souveraine à régner sur le royaume d'Angola. Aujourd'hui, elle est connue comme la reine dont la flèche trouve toujours le but. Nzinga, la reine dont la flèche trouve toujours le but. Ça, c'est la reine Nzinga de l'Angola. Troisième reine, on va parler, tout ça c'est des reines bantou, voyez-vous. On va parler de, moi je vais même pas utiliser le nom édomite, on va parler de Kimpavita Nzimba. C'est encore de cette même période. Elle, je crois qu'elle est née dans les années 1680 de ce genre, où elle est morte en 1684, elle est morte en 1706. Les babas portugais l'ont tuée par le feu au bûcher. Donc on dit qu'Kimpavita était une prouesse, donc prophétesse congolaise, moi je vous ai dit, ne jamais écrire mon pays avec le C, mon pays c'est avec le K. Donc Kimpavita grandit dans un climat de guerre civile. D'ailleurs, le nom de Kimpavita signifie nouvelle guerre, jeu de guerre. Kimpavita grandit dans un climat de guerre civile entre les différentes tribus du royaume Congo. Dès son enfance, elle est reconnue comme Nzanga Marenda et Nganga Marenda. Ganga, je vous l'ai déjà dit. En Haïti, lorsqu'on parle de Gangan, tout le monde pense que c'est quelqu'un de satanique, du vaudou, blablabla. Mais malheureusement, ces ignorants ne savent pas que le mot Ganga, c'est un mot Kikongo qui veut dire expert, médecin, prêtre. Je reprends pour vous. Ganga. D'où vient le mot créole Ganga, Gangan. Donc, ça, c'est un mot Kikongo qui veut dire expert, médecin, prêtre. Voilà pourquoi les Gangans en Haïti, ce sont des médecins, on les appelle médecins feuilles, des médecins de la médecine naturelle, si on peut dire le terme français. Mais c'est des médecins feuilles, je nous dis en créole. Vous entendez, mot Gangan. Je dis, si on même haïtien, on sait des mon habitude c'est vaudou pour faire toutes tes affaires, ça c'est pas le vaudou, je l'ai déjà dit, c'est la sorcellerie. Le vaudou n'est pas quelque chose comme cette sorcellerie qui se fait en Haïti. Ok, on va pas entrer dans les détails. Donc on dit, autrement dit, Kimpavita était une intermédiaire entre le monde des hommes et le monde des esprits. Celle que l'on surnomme la Jeanne d'Arc du Congo a acquis au fil des années une puissance qui menace celle du roi et des missionnaires. Les missionnaires Baba, vous voyez les missionnaires que roi Léopold II va dire, allez entrer en Afrique, faire tout ce que vous voulez. Kimpavita était devenue une figure mystique vénérée par les gens qui écoutaient ses propos. En 1706, 2 ans après son arrivée à Mbanza, Congo, c'est un spectacle horrible qui se déroula sur la place de la capitale. Un bûcher avait été préparé pour la prêtresse. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit Nganga. Pour la prêtresse et sa famille. Ces 2 pièces, ces 2 siècles après Jeanne d'Arc, que Kimpavita mourut avec le nom de Isaiah. En bouche, 10 ans, disent les témoins. On a même dit après la mort de Kimpavita, on a pu voir, et son enfant qu'on a passé au bûcher également, c'était revenu sous le nom de ce qu'on appelle Simon Kimbangu.
Ça, c'est autre chose. On va pas entrer dans les détails. Donc là, on a déjà vu des 3 reines. Ce sont tous des reines Bantou. Parce qu'on on avait vu que Makeda, c'est de la descendance de Moïse. La reine Makeda, c'est de la descendance de Moïse, de Madian et de Sephora, de tout ça, ok? Même de Ketura. Donc, voilà pourquoi on dit que Makeda, Zenga et Kimpavita, ces 3-là, sont déjà des reines Bantou. Au Sénégal, il y a une DT, il y a la Mbodj, 19e siècle, qui c'est une reine, elle est la dernière grande reine du royaume Waalo, au nord-ouest de l'actuel Sénégal. Avec sa descendance, elle est une figure de la résistance contre la colonisation française. C'est aussi la mère du puissant Sidiane Daté, Yala Diop, qui suivra ses traces. La reine Yala s'est battue contre l'invasion européenne et contre les morts. Les morts, c'était des musulmans noirs. Car elle réclamait les musulmans noirs qui ont fait de l'Europe ce qu'on a de l'Europe actuellement, parce qu'ils étaient en Espagne, au Portugal. Voilà, c'est eux qui vont civiliser l'Europe. Les morts. Je reprends pour vous. La reine Yala s'est battue contre l'invasion européenne et contre les morts. M-O-M-A-U-R-E. Car elle réclamait un droit de passage pour le peuple soniqué vers l'île de Sor, l'actuel Saint-Louis, très convoité par les gouverneurs occidentaux. C'est le père Boila, tout droit venu de France, qui nous décrit la vie de la reine lors de sa visite au Sénégal. Vous voyez, c'est un étranger qui va nous raconter l'histoire de nos personnages mythiques. Donc, on a Ghana. Ghana, on a Hassan Terroir, 19e siècle encore. Durant le règne de son frère, Hassan Terroir fut témoin d'une série d'événements menaçant le futur de la confédération Ashanti ou Ashanti, ce qu'on appelle Ashanti, futur Ghana. Notamment la guerre civile de 1883 à 1888. À la mort de son frère, elle utilisa ses droits en tant que reine pour nommer son petit-fils. Ok? Pour nommer son petit-fils, vous voyez, je viens même d'apprendre ça. Parce que, vous voyez, à la mort de son frère, c'est elle qui devrait être reine. C'est pas le fils de son frère qui devrait être héritier. Parce que on dit que le pouvoir doit être transmis dans le clan, ce qu'on appelle le kanda. Dans le clan, ça veut dire dans la famille. Donc voilà pourquoi, lorsque son frère est mort, c'est elle qui devrait être présidente, parce que c'est elle qui est dans le clan de son frère. Et voilà pourquoi, donc, cette dame-là maintenant, étant héritière, elle va nommer son fils à sa place. C'est ça que je viens d'apprendre sur le concours. C'est comme ça qu'on fonctionnait. Voilà. Mes chers bien-aimés, je vous le dis, la vérité là, finalement, c'est tellement terrible. Il faut écouter nos frères en Afrique là. On ne capte pas, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous enseigner. Et je vous le dis, pouvez-vous télécharger le dictionnaire de Kikongo. Parce que quand vous écoutez ces gens, ils vont vous donner des éléments clés là pour notre libération totale. On dit ce dernier, son frère, obligé de partir se former aux Seychelles avec le roi d'Asante, ok, par son frère, laissez-moi reprendre cela pour vous. À la mort de son frère, elle utilisa ses droits en tant que reine pour nommer son petit-fils, ok, son petit-fils roi. Donc, ce dernier, ce petit-fils, obligé de partir se former aux Seychelles avec le roi d'Asante, ok, point P, premier, Hassan Terroir devint la reine de la confédération parce que son petit-fils était allé comme pour se former. Le rêve Hassan Terroir s'accomplit en mars 1957, vous voyez, quand le protectorat d'Asante obtiendra son indépendance et fera partie du Ghana.
première nation africaine à atteindre une telle victoire. Ya Hassan Terroir représente le symbole du courage contre l'injustice du colonialisme britannique. Voilà pourquoi le Ghana parle l'anglais. Côte d'Ivoire, on a une reine qui c'est Abla Pokou. Abla Pokou est une reine d'Afrique de l'Ouest qui mena le peuple baoulé du Ghana vers la Côte d'Ivoire pour le libérer d'une guerre fratricide pour le contrôle du royaume d'Ashanti au Ghana. La légende est bien connue de tous. Elle raconte que la reine a dû sacrifier son fils pour traverser la rivière avec son peuple. Cette victoire serait à l'origine du mot baoulé, qui signifie lors du sacrifice de son enfant. Elle s'exclama Baouli, ce qui peut se traduire par l'enfant est mort. Ouais, vous voyez, ça me rappelle une histoire chez nous. Moins baouli, moins baouli, moins baouli. Et vous là, les Haïtiens, vous voyez de quoi je parle? Moins baouli, merci mon blanc. Ok? Bon, ça me rappelle cela. Pensez-y. On dit que cette histoire serait à l'origine du mot baoulé. 2 points. Lors du sacrifice de son enfant, elle s'exclama Baouli, ce qui peut se traduire par l'enfant est mort, d'où le nom baoulé. C'est le nom que porta son peuple qu'elle installa en Côte d'Ivoire. Abla Pokou, princesse Ashanti, est devenue la reine de Baoulé et a régné avec splendeur jusqu'en 1760. On a au Gambie la reine Aminatou, 16e siècle. La reine Aminatou de Zaria est surnommée la reine guerrière. Elle avait de nombreux objectifs, dont l'extension de son territoire jusqu'au nord-est de l'actuel Nigeria, mais aussi de développer les villes conquises. Pendant plus de 30 ans, ces conquêtes firent de ce royaume le rendez-vous du commerce transsaharien, une région puissante qui dominait le commerce d'Afrique subsaharienne. Selon une légende, Aminatou refusait de se marier et d'avoir une descendance. C'est pourquoi dans chaque territoire qu'elle récupérait, elle passait la nuit avec l'homme de son choix, qu'elle tuait au petit matin pour que ce dernier ne se vante pas d'avoir eu des relations intimes avec elle. On a au Bénin la reine Sedong Ongbe, 19e siècle. Son nom se traduit par Dieu dit la vérité. Elle était la chef des fameuses Amazones. Nous avons parlé des Amazones dans la série Les Empires d'Afrique et Royaumes d'Afrique, et même dans l'avant-dernière vidéo, ou la dernière vidéo qu'on a publiée, les Amazones. On dit bien ancrée dans l'histoire. Elle était la chef fameuse Amazone, bien ancrée dans l'histoire, mais dont on oublie souvent la provenance. Aux alentours de 1850, Sedong Ongbe dirige cette armée composée de plus de 5000 combattants. Je vous l'avais déjà dit. Le grand combat le plus connu est celui contre la forteresse d'Egba d'Abeokuta. À la fin du 19e siècle, le roi Béancin du Dahomey, soit Bénin, mena la guerre aux colons français. Dans son armée de 10 000 hommes, il eut besoin des Amazones qui se battirent jusqu'à la mort. On raconte qu'elles ont préféré brûler leur visage plutôt que de les laisser aux colons. Ok? La chef fameuse des Amazones, c'était Sedong Ongbe, reine de quoi? De ce qu'on appelle de Dahomey ou Bénin.
Au Burkina Faso, on avait Yeninga. Oh, j'aime voir cette femme sur son cheval. Yeninga est une princesse originaire du royaume de Dagomba, fille du Naba Nedega et de la reine Napoko. Elle est la fondatrice du royaume Morogo, rassemblant les peuples Mossis dans l'actuel Burkina Faso. Burkina Faso, je crois on l'avait appelé... Burkina Faso, on l'avait appelé... Oh là là, de nom barbare. C'est Sankara qui l'a remis à ce nom de Burkina Faso. Tout comme nous en Haïti, on a dit à l'ennemi, gardez pour vous cette question de Saint-Domingue. Nous sommes la terre d'Haïti, selon le nom originel Haïti, Haïti. Ok? Je vais vous mettre le nom de Burkina Faso. Peut-être si je me rappelle de mettre ça en écriture pour vous. Ok. Donc on dit, c'est en voulant fuir son destin qu'elle rencontre Rialé, un chasseur de son sang princier. De leur union naît un garçon prénommé Ouedraogo, mot signifiant cheval mâle ou étalon, en l'honneur du destrier blanc qui conduisit la princesse au jeune chasseur. Yeninga est une figure très populaire au Burkina Faso et le patronyme Ouedraogo est le plus courant chez les Mossis. Ok? Donc, on a en Afrique du Sud cette reine mère, Nandi de Zululand, 19e siècle. Nandi a été la reine du Zululand, une partie de l'actuelle Afrique du Sud. Elle est connue pour avoir eu une extrême estime d'elle-même. Dans tous les ouvrages, elle est décrite comme la femme la plus belle du territoire Zoulou. Les prétendants lui couraient après. Et c'est finalement le prince de Zoulou, Zenzaga Kona, qui la séduira. Homme fort de sa patrie, Nandi n'était pas sa seule femme, mais la mère de son enfant le plus célèbre, Shaka Zulu. Shaka Zulu a tout appris de sa mère. Et en devenant roi, grâce à son exemple, il établit une armée composée strictement de femmes. Reine, Nandi avait élevé son fils en vainqueur. Et c'est ce que fut Shaka Zulu. Une véritable fierté de l'Afrique du Sud qui a pu donner des stratégies par la suite pour, même si on n'a pas pu empêcher les Anglais de s'emparer de cette partie de notre territoire, mais on a éliminé beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Nandi de Zululand, c'est une référence à une femme de haute estime. Allez voir le film de Shaka Zulu, c'est en près de 10 épisodes, 10 séries. C'est très intéressant à voir, beaucoup de choses à apprendre. L'Empire Mandingue. Dans l'Empire Mandingue, on a eu comme roi ce fameux Sundiata Keita. Mais je voulais parler de cette femme, reine mère. Tout comme Shaka Zulu a fait de sa mère la reine, Sundiata Keita, en reconnaissance. C'est presque la même histoire, mais avec une trajectoire peut-être différente entre Shaka Zulu et Sundiata Keita par rapport à leur destin. Dans l'Empire Mandingue, on a eu Sogolon Kondé. Sogolon Kondé, appelé aussi Sogolon Kedju ou Kedjougou, selon la vilaine, Sogolon Koudouman, Sogolon la verrouqueuse, ou encore Sogolon Konduto, Sogolon la bossue, en raison de son apparence laide et difforme.
Elle est la mère de Soundiata Keita, le fondateur de l'Empire mandingue en Afrique de l'Ouest au XIIIe siècle. Et je vous ai dit, Haïti a connu un empereur mandingue qui est autre que Faustin Soulouk dans les années 1857. Ok? Sogolon joue un rôle important dans l'épopée de Soundiata Keita, transmise par les traditions orales avec ce qu'on appelle les griots, et qui mêle événements historiques réels ou même, d'après certains, des éléments légendaires. Dans l'épopée, Sogolon apparaît doté de pouvoirs magiques et conseille son fils. Dans toutes les variantes de l'époque de Soundiata, ce qu'ils appellent magique, là, nous pourrons même dire mystique. Okay? Dans toutes les variantes de l'épopée de Soundiata, Sogolon Kondé joue un rôle important dans la naissance et la jeunesse de Soundiata Keita jusqu'à devenir cet empereur-là, le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, Soundiata Keita. Voilà l'histoire en résumé de près de 10 femmes d'Afrique. Il y avait des femmes reines, mais on a eu des femmes qui n'ont pas pu donner d'héritier, mais qui laissent le empreinte sur l'Afrique. Il n'y a pas que les hommes qui ont été des rois en Afrique. Voilà, pour parler de la place des femmes. Ça, c'est pas en Occident. Ça, c'est sur la terre d'origine. La terre, la matrice. Et on était tellement imprégné de cette façon, de cette civilisation, que même étant en exil, on a pu garder ce prestige. Et voilà pourquoi, en arrivant dans la terre inconnue, on va connaître des célèbres femmes de l'Empire d'Haïti. Tout d'abord, en commençant par Anacaona. Anacaona, dont son nom signifie fleur d'or. Ce que les Babas vont appeler les Amérindiens qui vont exterminer. Et cet Anacaona, c'est eux qui vont le tuer. Anacaona, femme aux multiples talents et qui, par les avatars fourbes d'une histoire, s'est vu faire le sort injuste d'une renommée de Samba, irrémédiablement muette de ses Arietos. À quoi se demande ton admiratif? Tient-elle cette gloire, pour ainsi dire, unique dans la galerie réchappée Taino, au prestige d'un rôle d'autant plus brillant à nos yeux qu'il ne laisse, en dépit d'exemples illustres, d'être intimement associé à un monde ordinairement donné pour l'apanage des hommes? C'est sans doute vrai. Fleur d'or Anacaona fut-elle victime de ce que certains historiens considèrent comme une fascination des Espagnols? Sentiment qui ne devait pas être non plus étranger à l'envahisseur envers l'officier espagnol rebelle Fernand de Guevara, par exemple, payer de sa vie son idylle avec sa fille Higué Namato. Pouvait-elle un instant imaginer cet océan qui séparerait le rêve indien de l'insatiable voracité espagnole? La Samba, la reine Anacaona, verra son cacique, sa patrie, réduit en cendres et elle capturée, traîtreusement enchaînée et livrée à toutes sortes d'outrages, sera traînée à Saint-Domingue où, accusée de conspiration, elle sera jugée, condamnée et pendue en 1503. La reine Anacaona, la fleur d'or. Haïti a connu pas mal d'autres femmes extraordinaires, comme Sanit Belair, qui figure sur un billet
en Haïti. On a Marie-Jeanne également. On a eu pas mal d'autres femmes. On a eu Cécile Fatima, dont on ne va pas mentionner tous. Mais nous allons parler des 4 femmes qui ont marqué la vie de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Voilà pourquoi ce qui nous mène à parler de Catherine Flon. Ok? On a Catherine Flon qui a cousu le drapeau haïtien. Ok? On a eu également une autre femme. De ce fait, on va juste voir ces 3 dernières femmes. Comme tout le monde le sait, Catherine Flon, c'est elle qui a cousu le drapeau haïtien. Mais il y a une femme. Il y a 2 femmes dont on ne parle même pas du tout, je pourrais dire. Peut-être, ou du moins, avec beaucoup de médiocrité, de lacunes. Voilà pourquoi nous allons parler de défilé, qui c'est Dédé Basile. Qu'était-elle en réalité? Une guerrière, une vivandière, ou, au digue de certains récits, une simple victime d'outrage d'une époque toute de buis et de fureur? Concernant Dédé Basile, aucun fait nettement avéré, sinon une folie rédhibitoire. Folie par quoi elle se retrouvera sans doute à braver cet acharnement sans borne sur le cadavre d'un homme d'État assassiné et, par des moyens de son cru, tenter d'offrir à ses sanglants restes une sépulture jugée méritée. Ce qui lui vaudra sans doute d'être aujourd'hui encore ce personnage inoubliable et familier de notre histoire. Né dans les environs du Cap français, de parents esclaves, Dédé Basile, qui se serait vu vers l'âge de 18 ans, la proie de pire outrage de son maître, est donnée par certains pour vivandière et en cette réalité est présentée au cours des guerres de l'indépendance comme l'une de ces multiples compasses évoluant passablement bien à l'ombre et dans le sillage des troupes guerroyantes de l'armée indigène, et ce jusqu'au soir où, surpris à une bomboche au Doko, ses 3 frères et 2 de ses fils se seraient fait massacrer par les Blancs de Rochambeau, les hommes de Rochambeau. Fortement ébranlé par ce choc, Dédé, sombrant dans la folie, continuait cependant à hanter le sillage turbulent de l'armée, faisant de plus en plus de Dessalines, à qui elle semblait vouer une vénération sans borne, cette idole dont elle aura à recueillir les restes ce jour du 17 octobre 1806. Pendant que de nombreux enfants, au milieu de grands cris de joie, criblaient de coups de pierre les restes infortunés de Dessalines sur la place du gouvernement, une vieille femme folle nommée Défilé vint à passer. Elle s'approcha de l'attroupement que formaient les enfants. On nous dit que c'était Dessalines. Ses yeux égarés devinrent calmes tout à coup. Une lumière de raison brilla sur ses traits. Elle alla à la course, chercher un sac, revint sur place. Sur la place, y mit les restes ensanglantés et les transporta au cimetière intérieur de la ville. C'est Dédé Basile dit Défilé. Il y a une autre femme, tout comme la mère de Sundiata Keita, qui a marqué, qui a fait de lui ce qu'il était. Nous ne pouvons pas nous passer de celle qui a fait de Dessalines ce qu'il était. C'est bien Victoria Monto dite Toya, qui est morte en 1805, esclave de l'habitation des Carrosses. Cette campagne d'âme de Dessalines aurait sans doute vu son nom sombrer complètement dans l'oubli si, pour avoir été à maintes reprises en sa présence et subi par une fascination de sa personne, un médecin de l'époque, Jean-Baptiste Mirambeau, n'avait pas cru bon, pour la rappeler à la mémoire, d'en coucher quelques mots.
Dans un tempérament réfractaire, nullement émoussé par le côtoiement des pires conditions d'un travail servile et humiliant, Victoria Muntu, femme énergique s'il en fut, s'en trouvera astreinte quotidiennement au plus rude des labeurs d'alors, celui des champs. Son meilleur ami était un esclave nommé Jean-Jacques Dessalines, son neveu. Celui-ci, d'un profil aussi rêche que le sien, était avec elle d'une telle intelligence, nous dit-on, que leur maître d'alors, prenant ombrage d'une situation que risquait de rendre tôt ou tard périlleuse cet abouchement répété de gens pareillement insoumis, trouva mieux son compte à se débarrasser d'elle en la transférant à l'habitation d'Élugé. Là, curieux de voir ces femmes esclaves dont il était si souvent question dans ses conversations, Mirambo se décide un jour à l'aller rencontrer au champ. C'est à la tête d'environ 50 esclaves se trouva Toya, ayant à la main un faux. Sur une épaule, une roue et un couteau à indigotier, suspendu à la ceinture de son caraco. Sur le commandement de Toya, une partie est envoyée au déboisement, une autre au labourage, d'autres à récolter et à mettre dans de grands paniers des céréales. Elle a la voix timbrée. Ses commandements sont identiques à ceux d'un général. Quelques années plus tard, et toujours à Délugé, la même Toya, une fois de plus, se fera remarquer de Mirambo, mais cette fois-ci, dans l'agitation et l'euphorie d'une rébellion qu'un régiment supérieur en nombre se fait fort de contenir. Ce petit cantonnement de révoltés sous le commandement de Toya a été vite cerné et fait prisonnier par le régiment. Durant la lutte, Toya se sauve poursuivi par deux militaires. Un corps à corps a eu lieu entre eux et Toya. L'un d'eux a été grièvement blessé par Toya et l'autre, aidé de quelques autres militaires arrivés à temps. Toya est prisonnière. À l'interrogatoire qui ne manque pas d'alors de suivre, Toya harcelé sans doute aurait fait l'aveu qu'il ne faisait ainsi armé et sur pied de rébellion que répondre à l'appel d'un certain Jean-Jacques le chef. Y a-t-il d'identité entre Jean-Jacques et Dessalines? La relation de Mirambo, à qui l'occasion, nous le verrons, sera offerte plus tard et en de toutes autres circonstances, d'approcher de plus près encore à Victoria Muntu, le laisse clairement entendre. En effet, en 1805, peu après l'établissement de l'Empire de Dessalines, l'Empire d'Haïti, après que l'état de santé de Toya laissait à craindre le pire, il fut appelé à son chevet chez l'empereur Dessalines, même qui, éploré et demandant secours, la lui aurait alors présenté comme étant sa parente. Cette femme est ma tante. Soignez-la comme vous m'aurez soigné moi-même. Elle a eu à subir comme moi toutes les peines, toutes les émotions durant le temps que nous étions condamnés côte à côte aux travaux des champs. Il ne parvint visiblement pas. Toya mourut le même jour, soit le 12 juin 1805, et fut inhumé le lendemain. Toya, cette femme qui a appris à Dessalines le combat de corps à corps. Et pour finir cette série sur les femmes de Katiopa, les femmes de l'Empire d'Haïti, nous voilà à parler de cette fameuse femme
qui n'est autre que Marie-Claire Heureuse Dessalines, la femme, l'impératrice, la femme de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Avoir cette prestigieuse et solide notoriété dont semble aujourd'hui encore s'entourer le nom de Marie-Claire Heureuse, on est à première vue toujours tenté d'y voir le reflet magnifié, le renom de cour, le produit du rayonnement d'un nom, celui du fondateur, vivace et profus, tout au cours de notre histoire, et dont elle n'aurait été en fait qu'un des multiples effets. Pourtant, à la considérer de près, la gloire impériale, s'il en a jamais été, de cette femme qui a vécu centenaire, n'a-t-elle pas été comparée à d'autres que de très courte durée, 1801-1807. Et un regard même sommaire, par exemple, sur des contemporaines telles Suzanne Louverture et la reine Marie-Louise, épouse d'hommes d'État au demeurant, tout aussi célèbre que Dessalines, Dominique François Louverture, dit Toussaint, Henri Christophe, ne les montre-t-il pas plutôt par l'autre et leur nom, le plus souvent relégués dans l'oubli? Force nous est donc, on le voit, de faire montre de plus de circonscription et de nous demander si, dans cette étonnante vitalité de nom, il n'a cessé tout au long de l'histoire d'inspirer poèmes et pièces. N'entrerait pas beaucoup plus tout bien considéré le fait bien plus probant d'une attachante particularité qui n'a laissé de frapper tout au cours de la longue vie de Claire Heureuse. Née en 1758 à Léogane, de Bonheur Guillaume et Marie-Sainte Lobello, la famille de conditions modestes, Marie-Claire Heureuse verra très tôt son éducation confiée à sa tante Élise Lobello, gouvernante chez les religieux de l'ordre de Saint-Domingue. C'est dans cette atmosphère que l'on imagine toute de piété et de recueillement qu'elle aura à passer sa vie, dont on ne sait malheureusement rien, sinon que l'heure venue, elle se donnera en mariage à Pierre l'Unique, maître Charon, responsable des ateliers de l'habitation des frères de Saint-Jean-de-Dieu, dont elle deviendra du reste assez tôt veuve, soit 1795. Est-ce à mettre sur le compte d'une éducation fortement pétrie de préceptes bibliques ou bien d'une disposition d'âme toute exceptionnelle? Cette femme dont rien ne laisse présager une destinée d'impératrice ne laissera très tôt de faire montre vis-à-vis de qui la sollicite d'une générosité et d'une disposition à secourir, confinant tout bonnement à la sainteté, et ce, fait remarquable dans un contexte meurtri de préjugés raciaux et des haines les plus larvées, sans discrimination de couleur ni d'aucune sorte. Dès lors du siège de Jacmel en 1800, siège qui, au dire de certains, lui vaudra, quoique sur une échelle certainement plus réduite, de figurer bien avant Florence Nightingale comme la première infirmière de guerre connue de l'histoire. Oh, de nos jours, on nous parle de Florence Nightingale, qui est la première infirmière qui a eu. Vous voyez, on nous dit, déjà lors du siège de Jacmel en 1800, siège qui, au dire de certains, lui vaudra, quoique sur une échelle certainement plus réduite, vous voyez, de figurer bien avant Florence Nightingale comme la première femme infirmière de guerre connue de l'histoire. Ne manquera-t-elle pas de se distinguer hautement à la considération de tous quand nous rapportons
la ville ravagée par la famine et par la mort et au bord de succomber, elle parvint par sa seule force de persuasion à obtenir du général Jean-Jacques Dessalines, un des commandants des troupes à ce genre, et qu'elle verrait à l'occasion pour la première fois l'autorisation de pénétrer dans les murs, porter aide et assistance aux blessés. Et sur le lendemain, on vit sortir de Léogane une cortège de femmes et de jeunes filles montées sur des mulets courbés sur le fardeau des provisions alimentaires, des médicaments et divers objets de pansement. Marie-Claire heureuse tira de l'angoisse, de la mort, des centaines de vieillards, de femmes et d'enfants. Elle alluma le feu sous les trépieds improvisés, éplucha les légumes elle-même. On la vit déballer des caisses de médicaments et penser, avec l'aide de ses amis de Léogane, de nombreux blessés de guerre. Voyez, c'est la première femme et non pas Nightingale. C'est Marie-Claire heureuse bonheur, la femme de Dessalines, qui est la première femme qui a porté assistance en personne en cas de guerre, aux personnes en guerre. Tout ce qu'on a fait, ils prennent le devant. L'attrait irrésistible des contraires jugeant, sans doute à peine à plein encore une fois. L'attrait irrésistible des contraires jouant sans doute à plein encore une fois. On assistera en un mois, le 21 octobre 1801, tout juste après la guerre civile, à l'étonnant et incompréhensible mariage de cette femme au rugueux et vindicatif Dessalines. Elle ne laissera alors de conserver, même au fait des honneurs, toujours égale son humeur, sa douceur, sa charité active, sa force de volonté dans le bien et son élégante simplicité de mœurs. Elle légitimera des enfants adultériens de son époux et plus tard impératrice. Elle continua auprès des infortunés son engagement qui se poursuivra même après la mort de son mari Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806. Se plaçant visiblement hors de ce temps de règlement de comptes et de récrimination, son quotidien avec l'illustre tyran l'avoir révolté de courage et de bon cœur, s'intéresser au sort des prisonniers, désapprouver publiquement la violence du massacre des Français, dont elle n'hésitera nullement pour sauver nombre d'entre eux à braver la fureur proverbiale de son mari. La scène est célèbre du sauvetage. La scène est célèbre du sauvetage de Descoustis, raconté par Descoustis lui-même, qu'elle cache sous son propre lit et dont elle ne parvint pas à obtenir la vie sauve qu'à force de supplications et en dépit de la présence ce jour-là de nombre d'officiers et d'aides de camp, en se traînant à genoux et en pleurs au pied de Dessalines pour ne pas éliminer Descoustis. Et c'est ce Descoustis qui, à travers les éloges à l'encontre de ce peuple d'Haïti, ok, on dit que les éloges ne manquent pas sûrement, et c'est ce Descoustis qui va estimer en ces termes que les Haïtiens, deux points, le peuple, le plus beau sang a formé ce peuple. Il semble que la nature ait perfectionné tout particulièrement son mode générateur dans leur forme noble et gracieuse. Descoustis, en reconnaissance à ce que cette dame impératrice, Marie-Claire heureuse, et à ce que Descoustis a pu voir de ce peuple qu'on appelle haïtien, il a dit ceci: le sang le plus beau a formé ce peuple. Il semble que la nature ait
perfectionner tout particulièrement son mode générateur dans leur forme noble et gracieuse. C'était les femmes célèbres de Katiopa et d'Haïti qui vous montrent ici que voilà la place des femmes dans ce qu'on appelle la société africaine, mais nous disons chez nous en Katiopa. La femme dont vous êtes de nos jours femmes africaines, soi-disant femmes émancipées, non, vous n'êtes pas des femmes émancipées, vous êtes des femmes libres chez nous. C'est parce que nous sommes sous la malédiction, mais c'est juste une question de temps pour que tout soit rétabli, pour que vous repreniez votre place parmi nous en terre de Katiopa, avec votre fonction, votre responsabilité en tant que mère, reine, en tant que matrice, en tant que celle qui donne la vie, celle qui produit la vie, celle qui nourrit la vie et à qui nous devons tous le droit de vivre sur cette terre. Bonjour et bonsoir. À très bientôt pour nos prochaines séries. Je vous aime tous. Soyez édifiés.